je la compte. Salut à tous, samedi 12h50, plus clair, 8e édition, bienvenue. Cette semaine encore, les coulisses des émissions qui font parler d'elles, des enquêtes, des images exclusives et nos invités qui réagiront sur l'actu média. Le programme, le voici, le Média Mix pour commencer, l'essentiel de la semaine en images et en 5 minutes. L'événement, c'était le démarrage de la Starac 7e saison. Notre Zoom, quand un paparazzi prétend qu'on lui a proposé de l'argent pour participer à l'émission Ça se discute sur France 2, gros malaise et vraie question, les invités des plateaux télé sont-ils rétribués? Enquête. Laurent Wauquiez, 32 ans, porte-parole du gouvernement, est notre premier invité. Point avec la presse, retransmis à la télé, médiatisation à outrance des ministres et divorce présidentiel. Il nous dira comment il jongle avec une actu aussi chargée. Sur ce plateau également, Anne-Sophie Lapix, la blonde Hitchcockienne de TF1, comment prépare-t-elle le remplacement de Claire Chazal aux manettes du JT de TF1 la semaine prochaine? Réponse après le zapping. Notre dossier de la semaine, avec le retour de la fureur sur W9, c'est le comeback des émissions qui font chanter les invités. Le karaoké télé, une tendance de fond en France et aux États-Unis. Et puis, bien sûr, tous vos rendez-vous l'ITV Télé, Pascal Bataille, Laurent Fontaine s'y collent cette semaine, l'Observatoire des séries et la Webzone. Voilà, et sans plus attendre, l'actu de la semaine, résumé et passé à la moulinette de plus clair, c'est le Média Mix préparé par Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. C'est parti. Dans le Média Mix cette semaine, d'abord la Star Academy, 7e édition, plus de 7 millions de téléspectateurs le premier soir, un bon démarrage. C'est parti. Une punkette, une tignasse blonde style afro, une rockeuse, bref, la nouvelle promotion se la joue rebelle, mais nous on était là 5 heures avant le prime et tout le monde flippait. Dans le micro. J'ai peur, remontez-moi. J'ai peur du noir, maman. Je commence à avoir la pression qui monte. Ah, j'ai tout peur. On y va, monsieur? Mais ça, c'est normal. Enceinte et des contractions, une poussée d'herpès, mais tout va bien. Tout va bien, d'accord. Là, il y a 15 caméras, un grand plateau et ouais, le stress monte. Ouais. Moins 4h45 avant l'antenne, c'est le moment de quelques conseils sur le placement des caméras et du prompteur pour les paroles en cas d'oubli. Dès que la voix est éteinte, et ensuite, dès qu'il n'y a plus de rouge sur la grue, tu reprends ton gros plan. D'accord. Et dès que celle-ci, il n'y a plus de rouge. On le fait qu'une fois, le mouvement de la grue. Certains se la racontent un peu. Ça, j'aime pas, je sais pas ce que c'est moi. Au piano en répétition, ça donnait ça. Au prime, ça, la même chose quoi. En attendant à moins 4 heures de l'antenne, il y avait encore quelques réglages son à faire. Ici, ce sont les retours des élèves. Alexandre qui gère tout le son, qui a à la fois dans l'air moniteur, ce qu'ils ont dans les oreilles pour entendre leur voix, et à la fois dans les retours qui sont sous la scène, qu'on ne voit pas, parce qu'on est là pour faciliter la mise en scène et la danse. Même les effets spéciaux sont testés, fumée aux capsules bizarres qui descendent du ciel, du coup même notre journaliste ne sait plus où il marche. Ah merde, ah merde, ah merde, ça va? Notre journaliste va mieux, merci, mais c'est vous maintenant qui allez devoir donner votre maximum pendant 4 mois. La nouvelle promotion de la Star Academy. Moins musical et beaucoup plus sérieux, après Edoui Plenel, Alain Minck, c'est au tour de Jean-Marie Colombani de quitter le monde. Après 13 ans passés au sein du groupe, l'ex-PDG part avec près d'1 million d'euros d'indemnité. Il serait pressenti pour diriger France Télévisions à la place de Patrick de Carolis. D'après le magazine L'Express, ce serait même Nicolas Sarkozy qui aurait suggéré ce remplacement. Ce à quoi Christine Albanel, ministre de la Culture, répond « C'est une rumeur. Pour elle, le mandat de Patrick de Carolis court jusqu'en 2010. » À part ça, dans le Média Mix, la finale de Popstar diffusée sur M6 sous l'histoire d'un programme télé qui aura eu beaucoup de mal à décoller. 1,5 million de téléspectateurs ont suivi la quotidienne à 19h, une heure à laquelle d'habitude M6 rassemble plus de 2 millions de téléspectateurs. Popstar peut-être la saison de trop. Ah oui, la gagnante c'était Sherifa. Une gagnante attendue car l'autre coup dur d'M6, c'est que depuis 2 semaines, le nom de Sherifa circulait sur le net. On y voyait même la pochette de son prochain single. Cette semaine, la candidature au présidentiel qui surprend toute l'Amérique, c'est celle de Stephen Colbert, animateur vedette de son propre show. Il est un peu barré et très bon client sur les plateaux télé, alors forcément tous les plus grands journalistes l'invitent, comme Larry King. Are you thinking about running for the big one? For God? Chez son ancien boss Jon Stewart, il vient faire son show, histoire de se faire mousser un peu plus.
Ladies and gentlemen, Stephen Colbert. Bien sûr, la question reste la même. Are you planning a run for president of the United States? Whoa. I'm glad you asked, John. I will be making an announcement of that decision very soon. Great. Preferably on a more prestigious show. Une heure plus tard, ce show beaucoup plus prestigieux qu'il choisit pour son annonce officielle, c'est le sien. I shall seek the office of the President of the United States. Son programme républicain et démocrate, comme ça, dit-il, il aura 2 fois plus de chances de perdre. Enfin, ce soir sur M6, de la musique à 20h50, High School Musical 2. Cette comédie musicale a réalisé la plus grosse audience de l'histoire du câble aux États-Unis. Elle détient même le record mondial de bande originale la plus vendue dans le monde. Résultat, les personnages du programme sont devenus des stars, notamment un certain Zach, et ce n'est pas Perez Hilton, la référence des blogueurs People, qui dira le contraire. I still have a little fever for Zac Efron. He's the it boy of the moment. Dans la vraie vie, Zac Efron a une relation amoureuse avec Vanessa Hudgens, autre star de High School Musical, et dans leur vraie vie de couple, il leur arrive aussi des trucs de fou. Vanessa, par exemple, a failli se faire virer du show à cause de photos d'elle en petite tenue qui circulaient sur le net. Quant à lui, Zac, comme il gagne beaucoup d'argent maintenant, il s'est acheté une belle voiture qui roule vite, mais il s'est fait arrêter par la police pour excès de lenteur. Et dis bonjour, vacances. Après Disney Channel, c'est M6 qui va tester l'efficacité de High School Musical auprès du public. Fera-t-elle autant d'audience qu'aux États-Unis? Réponse ce soir à 20h50. Mercredi soir, diffusion de Ça se discute, animé par Jean-Luc Delarue. Très animé même, puisqu'on en est venu aux mains. La bagarre entre Daniel Ducruet et le paparazzi Jean-Claude Elfassi a bien été gardée au montage. Le photographe affirme qu'on lui a proposé de l'argent pour cette participation. Réservoir Prod, la société de production, a réagi cette semaine dans un communiqué de presse. Alors, les invités qui viennent sur les plateaux de télé sont-ils payés? Et si oui, pourquoi c'est un tabou? Enquête de Laetitia Krupa. Mercredi, Ça se discute a fait 32,1% d'audience, un excellent score servi par une belle polémique. Une bagarre entre Daniel Ducruet et le paparazzi Jean-Claude Elfassi et un invité payé, le même Elfassi. Il y avait 3 jours de tournage, il y avait un plateau qui a duré quelques heures. Time is money, donc le temps c'est de l'argent, il est normal que je demande à être payé. Réponse tardive de Réservoir Prod qui admet avoir payé 500 € le paparazzi. Alors la question se pose, les invités sont-ils rémunérés pour venir sur les plateaux télé? Dans les talk-shows, les témoins anonymes sont défrayés, c'est-à-dire que la production leur paye les transports et l'hôtel. Et pour les célébrités, la règle est très simple. On ne rémunère personne à partir du moment où ils sont tous en promo. On a eu des demandes qu'on a refusées. On a eu à un moment donné, soi-disant Tyson qui devait venir, qui nous a demandé de l'argent. Pamela Anderson qui devait venir, qui nous a demandé de l'argent, voilà, c'est... Mais aujourd'hui, les chaînes achètent un grand nombre d'émissions à des maisons de production indépendantes qui se battent pour décrocher les meilleurs invités. Si vous essayez d'avoir quelqu'un qui n'est pas en promo, vous n'avez absolument aucune chance de l'avoir. Donc si vous y tenez absolument, il va falloir commencer à parler d'argent et peut-être là, comme ça, vous aurez un moyen peut-être de parvenir à le faire venir. Et qui dit grosse pointure, dit gros budget. Quand on a essayé d'avoir des gens comme Clinton ou Gorbatchev, par exemple, c'était les sommes qui étaient annoncées, qui dépassaient les 50 000 €. C'était des sommes qu'on n'était pas capable de mettre sur la table pour les avoir. Dans les émissions de variété, c'est tout le contraire. La plupart du temps, les stars internationales ne sont payées que par leur maison de disques. Et pour les artistes français, la règle est la même que dans les talk-shows. Si vous faites un spécial Charles Aznavour, et que vous allez demander à des artistes comme Marc Lavoine, Patrick Bruel, de venir chanter une chanson qui n'est pas à eux, mais qui est une chanson de Charles Aznavour en l'occurrence, vous allez donner un cachet. Pourquoi ? Parce que l'artiste, en principe, vient sur un plateau de télé pour faire sa promotion. Mais dans certains programmes, notamment la Star Academy, les monuments de la chanson comme Johnny, Aznavour ou Michel Sardou perçoivent un cachet dans tous les cas, promo ou pas. Oui, recevoir un monsieur comme Johnny Hallyday et qu'il accepte de partager 1, 2 ou 3 titres avec X ou Y, c'est logique de donner un cachet pour ça. Pour les spécialistes qui interviennent sur les chaînes d'infos, les choses sont beaucoup plus précises. Les invités occasionnels, on ne les paye pas. Les gens qui viennent donner leur expertise sur un sujet d'actualité fort, on ne les paye pas. On ne paye les gens
que sur la saison, de façon régulière et prédéterminée à l'avance. Reprenons. Pour les invités des plateaux télé, quel est l'usage? Les témoins anonymes ne sont pas rémunérés, les artistes en promo non plus, et les experts le sont uniquement s'ils participent de façon régulière aux émissions. Mais comme il y a quelques exceptions à la règle, le sujet a tout intérêt à rester tabou. Nous, notre boulot, c'est essayer de dépenser le moins d'argent possible. Et donc, ceux qui demandent moins, on leur donne moins. Puis après, on se retrouve sur le plateau avec des gens qui sont pas payés, des gens qui sont un peu moins payés, puis des gens qui sont plus payés, des gens qui sont beaucoup payés. Et on fait en sorte que ça se sache pas, de façon à pas avoir de conflit sur le plateau. C'est un jeu de dupes. À 32 ans, à peine, il est le porte-parole du gouvernement, un porte-parole qui passe à la télé le mercredi, à l'américaine. Laurent Wauquiez a été le plus jeune député de France. Il veut être le porte-parole le plus jeune et le moins langue de bois. Alors est-ce possible? Quelle place dans l'hyper-présidence Sarkozy? Comment a-t-il vécu les secousses de ces derniers jours? On va lui demander. Laurent Wauquiez, bienvenue, bonjour. Et merci d'être avec nous, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes un petit peu handicapé. Légèrement. Vous avez un bras cassé. Vous avez un bras cassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez chuté à vélo, je crois. J'ai fait une petite chute de vélo, pas de Vélib, mais de vélo. C'est quand même pas un journaliste qui vous a renversé, rassurez-moi. Ça aurait pu, mais non. Et alors, si vous faites plus de vélo, comment on va faire? Parce que toute votre com était bâtie sur le fait que vous faisiez du vélo. C'est un drame personnel extrêmement grave. Vous refusez les voitures ministérielles, vous roulez à vélo, la cravate, vous dites souvent yep au lieu de dire oui. Vous avez votre blog, enfin tout ça, ça participe de cette nouvelle image que vous voulez construire? Bon, il y a plein de choses différentes qui se mêlent. Le premier, c'est que je pense que quand on a 32 ans, que tout d'un coup votre bureau a une taille qui s'est multipliée par 10, qu'il y a de l'or au plafond, qu'il y a plein de gens qui savent faire autour de vous, le vrai risque, c'est de se vriller. Et quelque part, d'avoir la grosse tête. Oui, de se croire important. Et je pense que voilà, des petits repères consistant à se dire je reste à ma place, j'ai pas l'intention de changer radicalement ma vie et de continuer quand même à peu près comme j'étais avant, ça me semble assez Avant, sain. il était tout petit, votre bureau? Avant, il était vraiment minuscule. Honnêtement, sur ce plateau, je pouvais le mettre au moins 5 fois. En tout cas, un porte-parole, on va le voir, ce n'est pas seulement celui qui fait une conférence de presse le mercredi après le Conseil des ministres. Malheureusement. Illustration en images, on vous a suivi mercredi. Alors normalement, le mercredi, on le sait, c'est jour de Conseil des ministres, mais là, pour cause de voyage présidentiel, ça a été reporté à jeudi. Et du coup, votre matinée était consacrée aux médias. Ça tombe bien. On regarde ensemble. 9h30 mercredi matin, Laurent Wauquiez, porte-parole du gouvernement, prend son petit déjeuner avec la presse quotidienne régionale. D'entrée de jeu, on lui pose la question. C'était finalement plus confortable ces derniers temps d'être porte-parole du gouvernement que porte-parole de l'Élysée. Vous avez remarqué, je trouvais que c'est facile de communiquer sur les régimes spéciaux, sur... 10h30, fin de l'entretien, résumé par un des journalistes présents autour de la table. Ça nous permet de décrypter ensuite les exercices de langue de bois dont vous et nous sommes familiers dans certaines interventions publiques. 11h, retour dans le bureau du jeune porte-parole du gouvernement. On a plusieurs émissions télé, là, donc on a une interview radio à préparer. Allô Claudine, vous pouvez demander à tout le monde de venir. À chaque fois, moi, il faut que je fasse attention parce que si je dis la moindre boulette, c'est la seule chose qui sera retenue d'une émission qui peut durer 1h30. C'est donc le moment de rassembler ses troupes ou plutôt... J'ai une petite équipe commando qui m'aide à faire un peu toute ma préparation. Je peux être interrogé sur n'importe quoi. Il faut être capable de dire, je sais pas, je suis désolé, c'est pas question pour un champion. Pendant cette rencontre, Laurent Wauquiez garde toujours un œil sur la presse. Un homme simple, pragmatique, jovial, convaincant. Il a fait fondre la glace, très volontaire. Un vrai dialogue. Pas mal, hein, je trouve. C'est rare d'avoir des commentaires du Parisien ou... Bien joué, Borloo. Et oui, c'est difficile d'écrire avec un bras dans le plâtre, même si... Ce qui est aussi une partie de mon job, c'est de faire des notes de remontée, soit au niveau du Premier ministre, soit au niveau de l'Élysée. Il est déjà midi, son dernier rendez-vous média de la matinée arrive. C'est Guillaume Tabar, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Laurent Wauquiez a fait tomber la veste. Vous avez fait fort, vous, d'ailleurs, Cet entretien durera une demi-heure. Laurent Wauquiez n'a toujours pas déjeuné. Et si son secret pour garder la ligne n'était pas que le vélo? L'un des secrets de votre job, c'est bien sûr d'avoir des bonnes relations avec les journalistes. Elles sont bonnes depuis que vous êtes porte-parole? Je ne sais pas si c'est bonne relation ou juste avoir des relations. Moi, je ne fais pas partie des politiques. Enfin, je le dis, j'aime bien la relation avec les journalistes. Pour une raison, c'est que je trouve que ça aide à prendre du champ.
Vous voyez, c'est des emplois du temps un peu de fou, où les choses se succèdent les unes après les autres. Et finalement, quand on est politique, le moment où on active un peu ces neurones sont relativement rares. Et c'est tout bête, mais discuter avec des journalistes qui vous obligent à prendre du recul sur ce que vous faites, ça aide. Il y a des moments où c'est moins facile que d'autres. En ce moment, octobre noir, les prévisions de croissance revues à la baisse, les grèves, la loi sur l'immigration, vous le savez mieux que moi. Et évidemment, la séparation du couple présidentiel, qui est un cas inédit. Comment on fait pour en rendre compte, ou plutôt pour ne pas en rendre compte ? Moi, mon travail, c'est quand même, dans des moments comme ça, de dire, l'engagement public... On va entendre justement ce qui s'est passé. Hein. On vous a vu, on vous a entendu. C'était 24 heures avant l'officialisation de la rupture. Je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Selon l'expression consacrée que je reprendrai, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet. Là, on est le mercredi 17, selon l'expression consacrée. Donc, vous sous-entendez vous-même que vous êtes tenu à ne rien dire. Oui, parce qu'il est évident, et c'est là où parfois, il y a un jeu de rôle. Les journalistes qui sont dans la salle savent très bien que je ne vais pas répondre. La consigne commune, c'était de dire, c'est au président de communiquer lui-même. Vous n'aviez pas de commentaire à faire, mais vous étiez au courant. Moi, j'étais pas particulièrement au courant. Sincèrement, je pense que parfois des journalistes étaient plus au courant que moi. Moi, mon travail... Et ils n'essayaient pas, eux, de vous soutirer des informations, si, même en off, comme on dit, dans les couloirs? Si, bien sûr. Il y a cette espèce de jeu où on essaie de vous dire, alors, quand est-ce que ça va être annoncé, le communiqué tombe quand, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une pression des journalistes, puisqu'on savait que le lundi 15 octobre, le couple s'était rendu chez le juge. Donc c'était un secret de polichinelle. Et face à cette pression, vous continuez à... Comment on résiste? Tout simplement, sincèrement, ce qui est plus difficile, c'est quand on a expliqué des réformes un peu compliquées. Là, dire juste, c'est pas à moi de faire un commentaire. Bon, voilà, on a l'impression parfois d'être un peu stupide, mais ça fait partie du job. En tout cas, on le comprend un petit peu en vous interrogeant. C'est un job pas facile. Alain Juppé, un certain Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé, ils sont passés avant vous. Comme quoi, ça peut mener à tout. Je vous propose en tout cas d'écouter le commentaire d'un journaliste politique. Bon, Laurent Wauquiez, c'est un ambitieux, ce qui n'est pas un défaut, hein. Et la personnalité plutôt communicante, c'est un surdoué, hein, et en même temps c'est un personnage plutôt agréable avec les journalistes, plutôt performant. Le point faible, c'est comme c'est un ambitieux, je crois qu'il commet parfois quelques faux pas. Je citerai par exemple un papier dans Paris Match cet été, vous voyez Laurent Wauquiez et madame avec leurs enfants chez eux. Je pense pas qu'il ait besoin vraiment de ça aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, être porte-parole du gouvernement, ça n'a aucun sens dans la mesure où il y a un porte-parole du président de la République et le premier porte-parole, c'est Nicolas Sarkozy lui-même. Donc le porte-parole du gouvernement, c'est un poste fantôme? Je crois que c'est un emploi fictif. Je lui recommande de venir faire l'emploi fictif avec moi, Jean-François Achilli. Ça vous fait rire, pourtant c'est une image forte. Ça vous blesse pas d'entendre emploi fictif? Non, pas du tout. Je crois que le commentaire là est un peu daté. C'est-à-dire, c'était une question qui se posait notamment fin août, début septembre, où les gens disaient, voilà, comment est-ce que tout ça va s'organiser? Aujourd'hui, les commentaires que j'entends plutôt, c'est porte-parole du gouvernement, c'est pas trop dur, vous êtes tout le temps au front, c'est difficile. Je crois qu'au contraire, et là-dessus, ça m'étonne même que Jean-François Achilli, qui d'habitude fait des analyses assez pointues, ait pas repéré que dans une société où la communication est devenue extrêmement importante, c'est même une partie de l'action, bien communiquer, c'est une condition pour réussir une réforme. La pipolisation, parce que Jean-François Achilli en parlait également, pour lui c'est une erreur de poser dans Paris Match. Vous le regrettez, vous? Je ne sais pas si c'est une erreur ou non. C'est un passage obligé pour tous les membres du gouvernement? Parce que vous n'êtes pas le seul. On les voit tous. Rachida Dati, elle est encore en couverture de Point de Vue, habillée par John Galliano, Xavier Bertrand. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, ça fait partie d'une tendance de fond. La tendance de fond, c'est quoi? C'est que les citoyens jugent, au-delà des idéologies aussi, le tempérament, le caractère des personnes politiques auxquelles ils font confiance. Quand vous étiez le Benjamin de l'Assemblée nationale, vous étiez sur tous les plateaux de télé, vous disiez « je veux faire de la politique autrement, je veux pas faire de la langue de bois ». Vous tenez? Vous arrivez à tenir? Non, je tiens pas. Il y a des fois où je tiens, il y a des fois où je tiens pas. Vous regardez évidemment la télévision, en plus de lire la presse. Je vous propose de faire une petite interview très rapide. C'est en 60 secondes chrono. Je vous parle d'émissions télé diffusées cette semaine. Vous me dites si vous avez regardé ou si vous allez regarder. D'accord. Samedi, la finale de la Coupe du Monde de rugby. Non.
Non. Vous aimez pas le sport? Si, j'adore le sport, mais là, il se trouve que j'avais notamment le baptême de ma fille. Zone interdite dimanche dernier, Mélissa Thuriot. Oui. Les prédateurs sur l'affaire Elf, diffusé lundi sur Canal+, deuxième partie. Non. Dommage, Je vous n'ai avez pas raté Canal. quelque chose. Mardi, la Starac, la 7e. J'aime bien regarder de temps en temps, je trouve que c'est très révélateur sur les évolutions de société. Le JT de PPDA. Oui. Celui de Claire Chazal. Oui. Ce soir ou jamais, Sur Internet, présenté en par général. Frédéric Tadei. Non. Non. Le Renard, série allemande, diffusée tous les jours à 15h sur France 2. Ce serait pas sérieux que je vous dise oui. Le grand quiz du cerveau ce soir sur TF1. Carole Rousseau, Benjamin Castaldi aux manettes. J'évite question pour un champion. Oui. Et ben voilà. On est au bout de ces 60 secondes chrono. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions, d'être venu sur le plateau de Plus Clair. On va passer sans transition à notre séquence Bug TV. Quand la télé dérape, perd le contrôle et devient presque absurde, c'est une sélection de Vincent Calvet. Cette semaine dans Bug TV, il y a le journal de 13h de TF1 qui s'ouvrait mercredi d'une drôle de façon. D'abord, une mauvaise nouvelle. Il y a quelques jours, une Parisienne de 87 ans a reçu chez elle une lettre lui annonçant qu'elle était morte. Quel farceur ce Jean-Pierre Pernaut. Du coup, on a essayé de voir ce que ça donnerait s'il se lançait dans le one-man show. On s'est dit que ce qu'il manquait à son journal, c'est un public qui soit avec lui en studio. Un mot de la bourse, c'est pas ce qu'elle veut. Elle baissait avant-hier, elle montait hier. Elle baisse un tout petit peu alors qu'il est moins 0,1. En voyant ce reportage, je peux pas m'empêcher de pencher. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces soi-disant journalistes qui critiquent sans arrêt ce journal de 13h sans le regarder. Dommage pour eux. Ben finalement, il est pas mal son journal. C'est pas facile d'être animateur de Star 6 Music, l'émission diffusée tous les matins sur M6. D'abord, on est toujours interrompu par la pub. Vous gagnerez dans quelques minutes après. 51 800 €, vous appelez maintenant, vous gagnez. Et en plus, on parle au téléphone à des candidats plutôt dissipés. Allô? Allô? Oui. Marie-Louise? Oui. Bonjour, comment allez-vous? Oui. On vous entend pas très bien. Très bien. Du coup, on sent comme une certaine lassitude dans le couple que forment les deux animateurs. Il y a comme des remarques assassines. Alexandre ne sait pas comment on envoie des SMS, donc il n'y a aucun souci, je vous expliquerai après. Bah oui, c'est pas de sa génération. Comme Karine aussi, elle prend de l'héroïne dans les loges avant. Non mais arrêtez de dire des conneries. C'est pareil, enfin. c'est comme Robbie Williams. Enfin, le dernier bug qui a retenu notre attention cette semaine, c'était mercredi soir sur France 2. Non, il ne s'agit pas des échauffourées qui ont eu lieu sur le plateau de Ça se discute, mais de la bande-annonce qui a suivi ce programme. Démo de minuit, ce soir. Admirez la mine réjouie des invités de cette émission. La photographie avec Laurence Leblanc, l'écriture. En tout cas, rassurez-vous, dans Démo de minuit, personne n'a tapé sur personne. À suivre après la pub, le zapping, vous retrouverez l'ITV Télé. Les animateurs siamois de la télé, Bataille et Fontaine, se sont prêtés au jeu cette semaine. L'Observatoire des séries, la Webzone. Et puis nous accueillerons Anne-Sophie Lapix, l'autre journaliste blonde de TF1. Retour sur le plateau de Plus Clair, tout de suite comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé. Cette semaine, Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Tu demanderais à Valérie Damido de redécorer ton appart ? Non, mais je redécorerais bien le sien. Plutôt Starac ou Nouvelle Star ? Nouvelle Star. Ton rituel avant de passer à l'antenne ? Toucher tes fesses. Mais ça aussi, tu le sais. Tu t'imagines membre du CSA dans 20 ans ? J'adorerais être membre du CSA pour faire chier tout le monde autant qu'ils me font chier aujourd'hui. Avec quel animateur du PAF tu aimerais prendre une douche ? On va dire Olivier Mine pour voir s'il est vraiment aussi musclé qu'il a l'air dans Fort Boyard. Tu kiffes Arlette Chabot ? Et tu connais la réponse, c'est pas très drôle. La vérité ? Ouais, je la kiffe. Est-ce que t'as déjà été ivre à la télé ? Une fois dans La Fureur avec Arthur, où on avait vraiment bien arrosé les choses avant de commencer l'émission, et on a continué pendant l'émission, et je crois que je savais plus trop ce que je disais. Chante-moi ton générique de télé préféré. Je chante comme une casserole. Ah si, un truc que j'aimais bien, c'était... Est-ce que tu vas regarder Alibaba avec Junio sur TF1 ? Non. Si tu devais partir sur une île déserte, ça serait plutôt avec Yves Calvi ou Julien Lepers ? Avec ni l'un ni l'autre, avec Arlette Chabot, parce que je suis un mec fidèle. Est-ce que t'es plus fort qu'un élève de 10 ans ? Pas devant une PlayStation. C'est quoi les initiales de ton pire ennemi dans le PAF ? La question horrible. DS.
parce que j'aime pas les seins justes de la télé. Avec quelle personnalité t'as-t-on déjà confondu? Je connais la réponse, attention. Avec toi. Faut-il coucher pour faire de la télé? Je pense que t'es mieux placé que moi pour répondre à cette question. L'émission qui te remonte le moral. Les films porno sur Canal, le samedi soir, parce que j'adore les histoires d'amour qui se terminent bien. Est-ce que la télé, c'est l'opium du peuple? Faut arrêter de mépriser le peuple et de penser qu'il a besoin d'un opium. Tintintin, tintintin, tintin. Il y a que l'heure de vérité qui compte. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. On retrouve Pascal Bataille et Laurent Fontaine tous les samedis à 18h30 sur Jimmy dans leur nouvelle émission C'est Off. Clara est partie, Clara revient, Clara Scheller, nouvelle saison avec un nouveau casting. Oubliez Mélanie Doutet et Frédéric Diefenthal. Place à Zoé Félix et Patrick Mille. Cette nouvelle version aura-t-elle autant de succès que la première série? Nous sommes allés en région parisienne sur le tournage des 6 prochains épisodes. Vincent Calvet. C'est au cœur de Paris que l'on a retrouvé l'équipe de tournage de la saison 2 de Clara Scheller, réalisée par Alain Berliner. Ce qui est beau, c'est que tu partes, juste pour dire le sens des réalités. En 2006, la première saison de Clara Scheller avait été un triomphe pour France 2 avec une moyenne de 5 600 000 téléspectateurs par épisode. Autant dire que la chaîne attend avec impatience cette suite. Une suite assez particulière puisque toute la distribution a changé suite au désistement des 2 acteurs principaux. Je me suis bien bagarrée pour avoir Mélanie Doutet, Frédéric Diefenthal, enfin tous les comédiens. Puis devant les difficultés de tous ordres, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai été obligée de renoncer. Gardez le silence, s'il vous plaît, on continue. C'est très déstabilisant pour un auteur qui a confié ses personnages à des acteurs, d'entendre dire que les acteurs vont pas assurer la 2e saison. Moi, j'avoue que ça m'a bien sûr énormément affecté. Clara, qui était jouée par Mélanie Doutet, a désormais les traits de Zoé Félix, qui n'avait pas suivi cette série à la télé. L'agent m'a dit regarde quand même parce qu'il y a des codes et tout, c'est bien de le regarder. Et Alain Berliner m'a conseillé au contraire de ne pas la voir. Voilà. Donc j'en ai regardé 3. J'ai fait moitié-moitié, j'ai regardé 3. Mais après j'avais quand même Mélanie dans la tête, tu vois, en commençant. Donc en fait j'aurais peut-être pas dû. Quant à JP, le coloc homo de Clara que jouait Frédéric Diefenthal dans la saison 1, il est désormais interprété par Patrick Mille. Ce qui était difficile, c'était effectivement de reprendre un rôle qui avait déjà été fait. Mais là-dessus, l'idée, elle a été... je me suis dit, en fait, finalement, c'est comme un rôle de théâtre. Ce jour-là, on tournait une scène de comédie pure. Clara doit convaincre JP d'accepter d'être le parrain de son enfant, Agile et elle. Seul souci, elle a menti à son petit ami puisqu'elle n'est pas vraiment enceinte. La scène qu'on va tourner tout à l'heure, c'est à la fois Clara qui vient dire à JP « il faut que tu acceptes » et l'autre qui dit « mais enfin, tu vas pas m'entraîner dans tes mensonges » parce que lui, il n'a pas du tout envie de ce genre de conneries. Le parrain de ton bébé fantasmagorique ? Hors de question. Là, tes mensonges, ça commence vraiment à... Dis donc, monsieur le champion de la vérité, moi, pendant 2 ans, je me suis fait passer pour ta petite amie auprès de tes parents. Alors, tu me dois au moins ça. J'ai trouvé ce personnage absolument génial parce qu'elle avait la possibilité à la fois d'être jolie, sexy et drôle. Ce qui est d'habitude un peu segmenté. D'habitude, quand on est drôle, on est plutôt moche et puis vice-versa. Quand on est belle, c'est tais-toi. Le tournage de Clara 2 devrait se prolonger jusqu'en décembre. La date exacte de la diffusion de la série sur France 2 n'est pas encore fixée. Je suis content. Une nouvelle série anglaise plutôt trash démarre dès ce soir sur la chaîne Europe 2 TV. Laissez-moi entrer ou je défonce la porte. Shameless dresse le portrait à la fois réaliste et loufoque de plusieurs frères et sœurs et de leur ivrogne de père qui vivent dans une cité de Manchester. Tu nous emmerdes à cette heure de la nuit. Ouais. Au moins, t'écoutes des trucs qu'on aime. Cette série vient nous confirmer qu'en matière de fiction, les Anglais n'hésitent pas à aller loin, très loin. Malheureusement, elle n'est diffusée qu'en VF et le doublage franchement médiocre risque de dissuader plus d'un téléspectateur. Ça y est, il l'a tué. Attention spoiler, voici les toutes premières images de la 7e saison de la série 24 qui sera diffusée aux States à partir du mois de janvier. Mr. Bauer, we have a national security matter that has gone critical. Say the wrong thing, he can go off. I can handle Bauer. Cette bande-annonce nous révèle que Jack Bauer s'apprête à affronter son ancien collègue Tony, qui était pourtant mort dans la 5e saison. One of the men behind this threat is someone you know. It's not possible. Tony, I'll
made us dead. Une bande-annonce précédée d'un message de l'acteur Kiefer Sutherland. Hi, I'm Kiefer Sutherland, and I want to thank you again for making 24 one of the most watched shows on television. En attendant, la saison 6, elle débarque en France sur Canal+ à partir du 22 novembre. La blonde qui monte à TF1 est journaliste depuis 2006. Elle anime avec Harry Roselmack le magazine d'info 7 à 8. Elle est aussi le joker de Claire Chazal qu'elle remplacera pendant les vacances pour le JT dès vendredi prochain. Alors, rencontrera-t-elle le même succès que l'été dernier? Nouveau challenge. Mais qu'est-ce qui fait donc courir Anne-Sophie Lapix? Elle va nous en parler. Elle est avec nous. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'être venue sur le plateau de Plus Clair. Vous présentez donc 7 à 8 chaque dimanche sur TF1 depuis septembre 2006 et évidemment vous allez de nouveau remplacer Claire Chazal puisque elle part en vacances. Vous êtes contente? Ah oui, je suis ravie. Je suis ravie. Je ne savais pas si j'allais avoir ce remplacement, donc, parce que l'an dernier, ça n'avait pas été le cas. Donc, je suis absolument ravie. Vous êtes toujours contente quand elle part en vacances? Vous aimeriez avoir plus de présence à l'antenne? Non. Pour l'instant, ça me va parfaitement bien. On a beaucoup parlé de vos audiences, du succès de votre JT l'été dernier. Il y avait même un article du Parisien qui a beaucoup insisté sur les audiences de votre journal, qui était meilleur que le journal de Claire Chazal. 43% de part d'audience contre 39%. Ça vous pèse cette pression médiatique que l'on met sur la concurrence entre les deux journaux? Ce qui me pèse, c'est lorsqu'on essaie de nous dresser l'une contre l'autre en publiant des articles comparant, sur des comparaisons souvent idiotes. Ça me pèse, mais sinon, non, il n'y a pas de problème. La guerre des blondes n'aura donc jamais lieu. Elle n'a pas lieu, ça fait 1 an qu'on nous l'a prédit, et elle n'a pas lieu entre Claire et moi. On se connaissait avant, on s'appréciait avant, et ça continue. On sait que ça vous agace, mais en même temps, la succession, c'est normal que les journalistes en parlent et y pensent. Et c'est peut-être normal aussi que vous y pensiez. En tout cas, être titulaire d'un journal un jour. Oui, c'est tout à fait normal que vous maquillant le matin, comme d'autres. Que vous posiez la question. Mais alors, vraiment, je n'y pense pas en me maquillant le matin. Et je n'y pense pas en règle générale. Je suis sa remplaçante, je suis contente de le faire. Si un jour on me propose de la remplacer, j'accepterai. Mais c'est loin d'être une obsession. Et d'ailleurs, lorsque je suis partie il y a 1 an et demi, 2 ans même, sur M6, à l'époque, j'ai absolument renoncé à jamais au journal de TF1. Finalement, on me l'a reproposé, donc je suis revenue. Mais vous voyez que ça n'a pas dirigé mes choix. C'est Nonce Paolini qui a remplacé le duo Étienne Moujotte-Patrick Lelay. On dit que vos relations sont très bonnes avec Nonce Paolini. Ah bon? Oui. Ah bah écoutez, tant mieux. elles sont bonnes, effectivement. C'était le cas avec l'ancienne direction également. L'ancienne direction m'a choisi, Nonce hérite de moi. Mais la transition, justement, comment s'est-elle passée? Elle est plutôt douce, dans la mesure où Patrick Lelay était associé au choix de Nonce Paolini, qu'Étienne n'est plus là, mais qu'il est un petit peu là quand même, qu'on le voit de temps en temps. Donc ça se fait plutôt doucement, calmement. Robert Namias, lui, est resté... toujours là, oui. Et c'est quand même mon interlocuteur privilégié. Voilà, il est resté patron de l'info. Il y a toujours des rumeurs dans les couloirs de TF1 sur son départ. Ça dépend des semaines. Ça se calme un petit peu en ce moment. Là, ça revient très régulièrement. Oui, ça fait bien 1 mois qu'il n'y a pas eu de rumeurs. Donc, vous voyez, mais on en est là. Bon, c'est notre lot quotidien, on s'y fait, et je crois que c'est pour lui que c'est le plus difficile, mais là, je crois que les rumeurs commencent à se taire parce que on voit bien qu'il reste. 7 à 8, nouveaux décors, 4 reportages. C'est une nouvelle saison. Dans Télé Loisirs, Laurence Ferrari et Thomas Hugues ont eu des critiques assez sévères. Vous ont critiqué, enfin pas vous, mais l'émission 7 à 8 assez vertement. Nous ne reconnaissons plus l'émission. Ça vous a blessé? Ça m'a étonnée parce que c'est pas leur stratégie de communication habituelle. Et d'ailleurs, je les ai croisés 2 jours après. Et Laurence m'a certifié qu'elle avait été piégée et qu'elle n'avait absolument pas voulu dire ça, qu'elle tenait beaucoup à l'émission et qu'elle nous trouvait très bien. C'est vous qui décidez du sommaire en accord avec votre producteur Emmanuel Chin? C'est la rédaction en chef en accord avec TF1, avec Robert Namias. Donc en fait, tous les lundis, on se réunit, on établit un conducteur et on soumet nos propositions à Robert Namias qui, généralement, les valide. Vous avez eu à défendre un sujet quand il ne les validait pas, quand il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur?
Quand il y a des sujets qui sont parfois plus difficiles à faire passer, mais c'est peut-être pas ce que vous croyez. Par exemple, pour Maria Pacôme, on a eu un petit peu de mal à faire valider son portrait, parce que oui, est-ce que Maria Pacôme... Et en fait, ça a cartonné, parce que c'est pas parce qu'une personne a dépassé un certain âge qu'elle n'intéresse plus les ménagères de moins de 50 ans. Et le décor, c'était pour vous rapprocher... Oui, vous avez lu ça aussi. Pour vous rapprocher un petit peu. Effectivement. Non, mais en fait, on nous a demandé, voilà, on va changer le décor, est-ce que vous avez des demandes? Alors effectivement, on trouvait que c'était un petit peu froid, cette manière de s'adresser à la caméra et de se parler à 2 mètres. Donc on avait envie de porter l'émission à 2. Et là, c'est le cas, parce qu'on regarde vers les mêmes caméras, on est côte à côte, et il y a une complicité qui existait et qui se voit davantage. Est-ce que vous avez appelé Valérie Damido pour refaire le décor? Vous savez bien que non. On n'y a pas pensé tout de suite. C'est elle qui vous chahute un petit peu en ce moment, et même beaucoup. C'est un souci d'être concurrencé par une émission qui a aussi peu de choses à voir avec ce qu'on fait. On est dans un divertissement pur sur la déco, qui est quelque chose qui touche, qui est à la mode. Donc c'est pas évident, mais on se maintient. On est à 29%. Notre objectif ultime, c'est 30%. 30%, oui. Avec en plus, outre le phénomène Valérie Damido et son émission, il y a aussi les autres télés qui prennent des parts de marché de mois en mois, et nous on résiste, donc on est plutôt content, et TF1 est plutôt content de nous en fait. Pour la 6e émission de Plus Clair, vous avez joué pour nous le jeu de l'ITV Télé. Vous avez parlé d'Harry Roselmack en ces termes. Oh là là. Avec quel animateur du PAF prendrais-tu une douche? Avec Harry Roselmack, bien sûr. Complice à ce point-là. Je veux bien que le plateau vous rapproche, mais quand même. C'est inconditionnel, hein, parce que ce n'est absolument pas la réalité. Et si ça l'était, ce ne serait pas un fantasme. Toujours l'ITV Télé, mais Claire Chazal cette fois. Quelle est l'animatrice ou l'animateur du PAF le mieux habillé? Claire Chazal. Alors je sais que vous avez la réputation d'être sincère et sympa, mais là quand même c'est très politiquement correct. C'est pas du tout politiquement correct. Je vais vous dire, en fait, c'est la même personne qui nous habille quand on fait le journal, donc c'est facile. Vous n'avez pas intérêt à. Donc c'est Viviane Blassel en fait qui s'occupe de la mode à TF1. Voilà, et je trouve qu'effectivement le look de Claire est très réussi, et je vous le dis, je pouvais citer n'importe qui d'autre. J'ai pas besoin de failloter. Est-ce que vous pensez que la médiatisation, voire la surmédiatisation, c'est un passage obligé quand on... Je ne me prête pas du tout au jeu, et je vois pas l'intérêt, mais voilà. Cette pression médiatique et même la presse people, vous dites en avoir peur, et vous dites même ça me rend parano à ce point-là. Ça peut me rendre parano parce que j'ai déjà été suivie par des paparazzis. Vous avez attaqué d'ailleurs. Non, mais un jour, je me suis rendu compte que j'étais suivie par un paparazzi, donc je me suis mise à son niveau, je l'ai pris en photo. Je lui ai dit, ben voyez, je vous fais la même chose. Et on a discuté, il m'a expliqué effectivement comment ça se passait, comment ça marchait. Il travaillait pour quel média? Il n'a pas voulu me le dire, c'est la seule chose qu'il n'ait pas voulu me dire, mais il m'a expliqué depuis combien de temps il était là. Il a expliqué qu'il avait accès à mon immeuble, qu'il connaissait l'adresse de l'école de mes enfants, qu'il les connaissait. Ça m'a totalement terrifiée. Deuxième saison sur TF1. Avant, vous étiez sur M6, donc à zone interdite. Et maintenant, avec le recul, quelles sont on va dire, les 3 différences majeures entre ces 2 chaînes qui se livrent une concurrence acharnée? Alors la première différence, c'est qu'il y en a un qui est leader et l'autre qui est challenger. Donc à chaque fois qu'on fait un bon score à M6, on est content, et quand on fait un mauvais score, on n'est pas trop déçu, on se dit que c'est normal. Alors qu'à TF1, si on fait pas un bon score, on n'est pas content. Donc ça, c'est quand même une différence majeure qui met davantage de pression. La deuxième différence majeure, c'est hélas pour M6, c'est la rédaction de TF1, parce que TF1 est construite autour de sa rédaction. C'est ce qui prime, c'est l'info. Et en termes d'exposition, de communication, de l'image qu'on a de vous, est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce qu'il y a une différence majeure entre les 2 chaînes? Je fais beaucoup moins de presse depuis que je suis à TF1. On n'a pas cette obligation de répondre à 14 interviews par jour dans les pires moments. Ça vous pesait sur TF1? Ça me pesait, ça me prenait du temps. Ça me pesait pas plus que ça, puisque c'était quand même toujours assez sélectif. On vous obligeait à le faire. On vous disait ça fait pas. On vous mettait un peu de pression en vous disant fais-le parce que ça fait partie du job. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? On en rajoute. Et c'est vrai qu'on répond à peu près à tout. Mais ce qui est une bonne stratégie pour une chaîne challenger, il faut communiquer, il faut montrer ses animateurs, ses animatrices, ses journalistes. C'est important. TF1 en a moins besoin, et c'est du coup vous refusez à TF1, vous refusez des demandes d'interview, gala, des choses comme ça. Mais voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. On va passer à tout à fait autre chose. Le 3 novembre, c'est le retour de La Fureur sur W9, une émission dans laquelle les invités donnent de la voix, le karaoké télé, une vieille recette qui cartonne aux États-Unis et au Canada et qui fait son comeback dans le monde entier. Effet de mode sans doute, marché juteux à coup sûr. Un dossier préparé par Julien Dugast.
C'est la tendance du moment, le karaoké est de retour à la télé. Les deux programmes qui cartonnent depuis cet été aux États-Unis sont des émissions où le principe est archi simple, faire chanter les candidats. La Fureur fait son grand retour samedi prochain sur W9. Et bientôt, votre zapette pourrait bien être équipé d'un micro. Le jeu musical, avec des célébrités ou avec du grand public, c'est quelque chose qui fonctionne en télé. Je crois que ce qui est important, c'est vraiment que c'est agréable de chanter, que les Français aiment chanter, que c'est drôle, que ça peut prêter à plein de situations. Bref, le karaoké en télé, c'est pas franchement nouveau et pourtant, c'est la grosse mode du moment. J'ai vu Berlin, Lucas, c'est Pékin, comme si j'y étais. Matin et soir, on est dans l'atelier, c'est encore plus vrai. Ces images de 1997 vous mettent la larme à l'œil, vous êtes nostalgique de vos samedis soirs où vous chantiez devant la Fureur d'Arthur. Séchez vos larmes, cette émission est de retour. Ça se passe sur W9 et c'est Alex Devoise qui joue les maîtres de cérémonie. Même si le concept est des invités qui chantent, je pense qu'au travers des épreuves qu'on a pu mettre à l'antenne, au travers du DJ, au travers de la déco, au travers de toutes ces choses-là, perso, si tu me poses la question, moi j'ai le sentiment que c'est une émission nouvelle. Une émission nouvelle ou plutôt l'évolution d'un concept abandonné il y a 7 ans. Un concept qui a été inspiré par la première émission du genre en France, ça s'appelait La Machine à chanter. C'était sur Antenne 2 en 92 avec Daniela Lombroso. Vous avez bien fait de venir chez nous ce soir parce que nous allons chanter ensemble et c'est ici seulement que ça se passe. Il n'y a qu'ici que vous pourrez chanter comme ça avec une émission de télévision. Je pense que ce qui est amusant de toute façon pour le public, c'est qu'on soit impliqué, c'est que l'animateur soit impliqué. En voyant notre mine ravie. Si l'animateur reste sur un piédestal et se moque des autres ou des choses comme ça, c'est moins sympa. C'est si beau. Tout le monde chante, hein. De partir n'importe où. De partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. Bras dessus, bras dessous. En chantant des chansons. T'as un petit tour sur le plateau ? Retour en 2007. La lumière, du clinquant, de la boule à facettes, du lustre, la boîte de nuit, quoi. Hein, c'est ça. Voilà. Aux côtés d'Alex, l'une des nouveautés de cette version reliftée, un DJ, en l'occurrence DJ Jackie, une star à Saint-Tropez. Donc c'est des cycles que par toute la musique de la Fureur. Tous les jingles, toute la musique, tous les médias. La fête part d'ici. Là, si j'appuie, il se passe un truc ou non? Oui, là, normalement. Voilà, par exemple. Allez-y, vous prenez déjà toutes les places du second rôle. Un petit dindon. Bon, un DJ à fond, un animateur survolté, mais il n'y a pas que ça. La Fureur, c'est d'abord un public qui doit tout donner, chanter, quoi. Et pour assurer l'ambiance, il y a le chauffeur de salle. Il faut vraiment y aller. D'accord, les filles? Vous faites quoi comme geste? Les buzzers des filles, ça fait ça, regardez. Ça fait ce bruit-là. Hit me, d'accord? Alors vous avez le droit de faire hit me. Placez-vous là, pas de problème. Alors, et pour les garçons c'est complètement différent. Les gars, ça fait quoi? Ok, mais la base de la Fureur, c'est surtout deux équipes de people, une équipe de filles et une équipe de garçons. Comment tu vas? Cette préparation, c'est quelques coupes de champagne pour pas avoir trop de stress. Mais la Fureur n'est pas un cas isolé. De l'autre côté de l'Atlantique, le karaoké télé, c'est déjà un succès. Depuis le mois de juillet, aux États-Unis, 2 émissions cartonnent. Don't Forget the Lyrics. Un programme entre la Fureur et Qui veut gagner des millions diffusé sur Fox et The Singing Bee sur NBC qui réunit chaque semaine 13 millions d'Américains. On a vu apparaître ça aux États-Unis, 2 chaînes Fox et NBC qui ont fait des jeux presque identiques. Simplement dans celui de Fox, Don't Forget the Lyrics, il y a pas mal d'argent à gagner. Dans The Singing Bee sur NBC, il y en a pas beaucoup. De bons vieux jeux qui font saliver les chaînes françaises. TF1 travaille actuellement sur une adaptation de The Singing Bee et France 2 aurait demandé à Nagui de préparer un Don't Forget the Lyrics français. Aujourd'hui, dès qu'il y a un truc qui accroche un petit peu aux États-Unis, toute la terre entière se jette dessus et veut adapter ce format. Bref, les plateaux télé n'ont pas fini de ressembler à des boîtes de nuit. Oui, c'est ça, c'est un peu l'after, quoi. Ouais. Avec la petite suée, c'est ça. Sans les odeurs de clope, mais c'est dans l'esprit. Là. La Fureur, le retour, c'est samedi prochain sur W9. Chaque semaine, l'actu du net avec Karima Hamzaoui. Cette fois-ci, elle a rencontré un journaliste iranien en exil qui veut résister au régime des mollahs sur son blog. Elle a aussi repéré une candidate très sexy qui veut devenir présidente de l'Argentine. L'élection a lieu demain, dimanche.
Dans la webzone cette semaine, depuis que Mahmoud Ahmadinejad est au pouvoir, sale temps pour les journalistes. 38 ont été emprisonnés. La seule solution pour s'exprimer, le net. Ce site Rose Online a été créé par Hossein Bastani, en exil à Paris et depuis 2003. Presque tous les journaux indépendants ont été fermés par le gouvernement. Même les websites indépendants, les websites qui critiquent le gouvernement, ont été fermés par le gouvernement. Il existe 700 000 sites comme celui-ci, mais en Iran, le net est si mal accueilli que 10 millions de blogs ont été jugés immoraux et les autorités viennent d'interdire toute connexion au débit. À part ça, dans la webzone, Roommates pour colocataires. Une villa à Los Angeles, 4 filles en short, des crépages de chignons. Ça pourrait faire penser à un programme de télé-réalité, mais c'est en fait la première mini-série diffusée sur MySpace, site de partage. Is gonna be wild and sexy and crazy and dramatic at times, I'm sure. Lancée le 22 octobre, cette web télé-réalité a une particularité et c'est vous, internautes, qui décidez de faire évoluer l'histoire des 4 personnages comme vous le souhaitez. Seule chose qui ne peut pas changer, leur prénom, et ça, on le comprend. My parents named me after the famous actress Sigourney Weaver, and I've always wanted to be an actress. En tout, il devrait y avoir 45 épisodes de 3 minutes chacun. À vous d'être le plus imaginatif pour faire évoluer le premier scénario online. Vous avez jusqu'au 21 décembre. Don't cry for me, Argentina. Demain, c'est le premier tour des élections présidentielles en Argentine. Elle, c'est Luli Love, candidate qui a fait toute sa campagne sur le net. Son programme, rendre son pays plus sexy. Luli a 26 ans, elle est comédienne et stripteaseuse. Pendant plusieurs semaines, elle a attiré des milliers d'internautes sur son site, faisant un peu d'ombre à celle qui devrait être élue, la beaucoup plus sérieuse Cristina Kirchner, femme de l'actuel président argentin. Voilà, Plus Clair, c'est fini. Tout de suite, un café, l'addition qui va avec, en compagnie de Pascal Clark. Plus Clair revient samedi prochain, 12h50. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.